d'offres du chef d'État, que le chef d'État ou le gouvernement djiboutien ils les font sur des bases de ségrégationnistes. C'est-à-dire c'est des rotations entre les clans. D'abord c'est un clan, après c'est un autre, après c'est un autre. Et puis c'est du clientélisme. Et très souvent, donc, Ismaël Ahmed Guelleh et son clan, ils sont servis 3 fois. La 4e fois, c'est un nouveau clan. De nouveau, le gouvernement djiboutien, il se sert 3 fois. Le clan d'Ismaël Ahmed Guelleh, il se sert 3 fois. La 8e fois, c'est un autre clan. Donc, ce sont ce genre de rotation dans les appels d'offres qui ramènent les conflits économiques entre les communautés ethniques, entre les communautés, les sous-communautés tribales et claniques. Et donc, vous voyez qu'il est plus facile d'expliquer les préjugés qui existent entre les clans, entre les ethnies dans la région et à Djibouti, au lieu de rentrer dans les détails, les tels sont comme ci, les tels sont comme ça, on n'a qu'à voir qu'on a des problèmes dans les passations d'offres. Des problèmes économiques. Donc, il est plus facile de formaliser les problèmes économiques que de formaliser les problèmes culturels et des sobriquets et des stéréotypes. Donc, c'est toujours encore... Je reprends encore le schéma du formalisme dont je parlais au mois d'octobre pour résoudre les problèmes communautaires à Djibouti entre les communautés, les cultures et les ethnies. C'est un problème d'appel d'offres au niveau du gouvernement. Les offres publiques, quand le chef d'État et son clan, ils se servent 3 fois, la 4e fois, tous les autres attendent à la queue leu. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il se passe que la communauté qui est en surnombre, eh ben, elle va être servie démographiquement un peu plus. Et là, ça va continuer à créer d'autres conflits. Oui, eux, c'est toujours eux qui sont servis en premier. Pourquoi pas nous? Nous sommes des minorités. Pour terminer ce premier problème économique, il faut revenir à des compétences. Et il faut revenir à une vraie industrialisation. Donc, c'est des projets industriels qui vont être départagés de manière, on va dire, sur des appels d'offres qui sont de compétences, plutôt que sur des rotations ethniques. Ça, c'est une première possibilité de solution. Pour comprendre les troubles interethniques à Djibouti et donc dans la région, c'est qu'on a des problèmes dans les appels d'offres. Sans rentrer dans les détails des conflits sociaux qui existent à Djibouti, les préjugés, les stéréotypes, sans rentrer dans les détails des ségrégations qui existent, sans rentrer dans les sobriquets et tous les détails des conflits, on peut voir que ces conflits sociaux, ils ont des bases économiques. Les bases économiques, c'est des problèmes d'appel d'offres. Les problèmes d'appel d'offres où le chef d'État et son clan, ils se servent 5 fois, ils se servent 10 fois, et la 11e fois, c'est un clan au hasard. Et encore, ils se servent 10 fois. La 20e fois, c'est un deuxième clan au hasard. C'est ce genre de situation qui va créer toutes ces tensions sociales à Djibouti. Sans parler, par exemple, du mois d'août, des problèmes qu'il y a eu à Djibouti, à Okhledaba. Sans même parler aussi des problèmes qui sont identiques, qui se retrouvent entre les Tigrés et les Oromos, ou entre les Tigrés et les Afars et les Somalis en Éthiopie. Donc, ce sont toujours des problèmes d'appel d'offres. Donc, comprendre les problèmes sociaux, interethniques, des troubles communautaires, il peut se comprendre dans des problèmes d'appel d'offres. Donc, ça peut se formaliser plus facilement. Et trouver de meilleures juridictions pour résoudre les problèmes d'appel d'offres, ça va nous permettre de résoudre les conflits interethniques, les conflits tribaux, d'une meilleure manière. Et c'est en partie ce que l'Union européenne et les États-Unis sont en train de proposer en Afrique, c'est de ramener de nouvelles juridictions pour lutter contre la corruption. Donc ces nouvelles juridictions, ça va passer par des transparences dans les appels d'offres et aussi une meilleure quantification des questions économiques et des échanges économiques pour éviter les problèmes de ségrégation qui sont habituels et qui viennent tout le temps de ces problèmes de corruption dans les appels d'offres qui sont très fréquents, que ce soit à Djibouti ou ailleurs. Maintenant, il y a des gens qui sont très obstinés dans les conflits interethniques et qui ramènent encore plus loin les conflits interethniques et qui vont dépasser aussi les problèmes d'appel d'offres en disant que oui, telle ethnie, elle est moins intelligente que telle autre. Ou ceux-là, ils savent mieux gérer
tel truc que tel autre. Là, on est allé encore plus loin que les problèmes communautaires, que les problèmes économiques. On est allé dans des problèmes qu'on appelle cognitifs. On est allé dans des problèmes cognitifs. La cognition, c'est les capacités intellectuelles. Vouloir justifier les conflits, on va dire, raciaux, vouloir justifier les conflits intercommunautaires avec l'économie, c'est facile. Donc, c'est des conflits sociaux, les problèmes économiques, d'appel d'offres. Mais il y a quand même des gens qui vont encore plus loin et qui ne veulent pas se satisfaire des appels d'offres publics et de la transparence dans la compétition entre les entreprises et qui vont aller jusqu'à des considérations cognitives. Ils disent que tel clan, il est plus bête que tel autre, Il est plus intelligent scientifiquement que tel autre, il est plus intelligent commercialement que tel autre, comme si les clans héritaient les uns des autres de compétences intellectuelles et de compétences plus qu'intellectuelles, cognitives, qui étaient génétiques. Donc là, on est rentré dans un terrain totalement faux. C'est du charlatanisme parce que les questions psychologiques, donc scientifiques, sont beaucoup plus formelles et précises que les questions économiques. Et scientifiquement, il est prouvé que l'éducation est le plus important facteur intellectuel. Que la génétique, elle a quasiment très peu d'influence intellectuelle par rapport à l'éducation. C'est-à-dire l'éducation en très bas âge. Que les psychologues comme Piaget avaient introduit en considérant même une partie de l'éducation qui se transmet à l'âge de 0 à 3 ans. Donc c'est cette partie-là qui n'a rien de génétique et qui est beaucoup davantage, donc on va dire, un milieu familial qui est ensuite extrapolé à un niveau social. C'est faux. C'est faux parce que un foyer, il peut éduquer ses enfants sans appartenir à telle on va dire société. On peut faire du commerce, on peut éduquer ses enfants au commerce dès le plus petit âge sans être né de tel clan commercial. On peut éduquer ses enfants à la culture économique et financière sans être né de telle ou telle autre ethnie ou telle ou telle autre race. On peut éduquer ses enfants à une culture scientifique, mathématique, sans être né de tel ou tel clan ou telle couleur de peau. Donc, comme quoi, c'est du charlatanisme que de ramener certaines questions psychologiques et cognitives à des groupes sociaux sur des questions racialistes. C'est faux, puisque des familles peuvent éduquer leurs enfants en bas âge selon une certaine culture. Et puis même, sans même parler des enfants de bas âge, un adulte, un jeune étudiant qui a envie de reprendre sa vie en main et de quitter son groupe social d'origine familiale pour apprendre une nouvelle culture, pour apprendre de nouvelles compétences, il en est capable. Il en est capable même s'il n'est pas né dedans. Ceux qui sont nés dedans, ils ont de la chance. Ceux qui veulent l'apprendre, ils peuvent toujours se prendre en main en étant étudiants. Comme quoi, encore une fois, les questions scientifiques, psychologiques, elles sont beaucoup plus précises et formelles pour mieux expliquer les différences économiques et de compétences. Puisque, je répète, dans les appels d'offres, il y a certaines personnes qui sont obstinées, qui veulent prétendre que les appels d'offres économiques et industriels, elles se font davantage sur des questions raciales, sur des questions claniques et tribales, au prétexte de je ne sais quoi. Eh bien, c'est faux encore, puisque la psychologie et les sciences cognitives répondent clairement que l'éducation est un des facteurs les plus importants pour l'intellect. Il est évident que n'importe quelle personne qui veut apprendre, il a besoin d'un groupe dans lequel il peut apprendre. Mais on peut changer ce groupe-là. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Si sa famille, il est venu d'un milieu socialement défavorisé,
Ça, rien ne l'empêche de devenir un très grand banquier d'affaires s'il réussit à intégrer des écoles et des groupes de travail et des enseignants compétents, etc., etc. Donc, comme quoi, pour expliquer les troubles régionaux en Éthiopie ou expliquer les troubles à Djibouti et un peu partout dans le monde, hein, les conflits régionaux, les conflits identitaires, les conflits sociaux qui peuvent être d'origine identitaire, racialiste, etc. Eh bien, s'ils ne se justifient pas par des problèmes d'appel d'offres et de corruption, eh bien, et que il y a des tentatives racialistes de justifier ces questions-là à un niveau cognitif psychologique, c'est encore plus faux. De dire tel clan il est limité à telle compétence intellectuelle ou telle autre race est limitée à telle autre compétence, c'est absolument faux. Ou que l'en-milieu d'origine de telle personne l'empêche d'exercer telle fonction parce que je ne sais quoi. Toutes ces considérations-là, c'est des considérations de psychologie de trottoir, elles sont pas acceptables. Et que, l'éducation est importante, elle a un facteur essentiel. Que, donc, on peut choisir les compétences intellectuelles qu'on a envie de développer, même si on n'est pas né dedans, on aura besoin d'un groupe de travail. C'est évident. Mais ce groupe-là, on peut encore le choisir. Et comme quoi, il n'y a pas de fatalité ethnique, raciale, nationaliste, pour distinguer les appels d'offres et encore moins pour distinguer les intellects. Donc, voilà donc une explication des conflits culturels qu'il peut y avoir à Djibouti. Ça peut s'étendre, ça peut se généraliser à la région. Et au-delà même aussi, dans certains pays, comme par exemple la France avec Éric Zemmour et autres candidats qui sont racistes, eh bien ceux-là, on peut leur expliquer que, désolé, il n'y a pas de corrélation entre la race et l'intelligence. Et on peut leur expliquer par ce schéma formaliste, facile à expliquer, en distinguant le politique du social, le social de l'économie et l'économie du scientifique. Et dire que scientifiquement, au niveau de la psychologie, eh bien rien n'est figé, que l'éducation est le facteur le plus important et que une personne, peu importe son milieu d'origine, elle peut choisir de développer une certaine compétence et se montrer, on va dire, capable et même, on va dire, prodigue dans une nouvelle compétence qu'elle aura acquise, et davantage même que ceux qui sont nés dedans. Et puis voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de la présence. Je vous incite à la liker. Je vous incite à la partager. Même si j'ai pas donné d'exemple précis sur les stéréotypes raciaux, sur les stéréotypes sociaux, sur les stéréotypes nationaux, ethno-nationalistes. J'ai pas donné ça parce que, c'est nauséabond. De dire que oui, les tels, ils sont forts pour ça et les autres, ils sont forts pour ça. Ceux qui sont forts pour les maths, ceux qui sont forts pour la banque, ceux qui sont forts pour les sciences, ceux qui sont forts pour le commerce. Vous avez tous deviné les stéréotypes auxquels je fais allusion. Mais je n'ai pas envie de donner les détails de ces stéréotypes. Et puis voilà, donc je vous remercie encore pour la présence. N'oubliez pas de liker, de partager. Vidéo très importante les amis. Je compte sur vous pour la diffuser au maximum pour résoudre les problèmes qu'on a à Djibouti. La diffuser au maximum pour résoudre les problèmes qu'on a dans notre région. Et même au-delà, et je compte sur vous pour essayer de débattre avec moi sur ces points-là que je suis en train d'introduire. Et aussi de trouver, avec cette réflexion, réfutez-la si vous en êtes capable. Si vous n'êtes pas capable de la refuter, reprenez-la et réappliquons-la tous ensemble pour bâtir notre ville Djibouti, notre pays et puis notre région. Mais j'attends impatiemment vos réactions et vos feedbacks. Si vous n'êtes pas content, si vous voulez réfuter, faites-le maintenant. Dites vos objections. Dites vos objections. Et surtout, arrêtez d'essayer de me cataloguer moi-même dans une case. Je vous ai répondu que ça marche pas ces choses-là. Et que, remettez-vous en cause. Et puis voilà, donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée. Et n'oubliez pas ni de liker, ni de partager. Envoyez-moi vos réponses, vos feedbacks et vos objections. C'est le moment de prendre en main Djibouti. De prendre en main
notre ville, notre pays, et de prendre en main notre région, et de relancer même, moi je suis prêt à relancer toute la francophonie qui est partie dans une mauvaise direction. C'est-à-dire même la capitale, Paris, de la francophonie, elle est partie dans une mauvaise direction. Il n'y a personne qui tient le genre de discours que je suis en train de tenir dans cette vidéo. Aucun youtubeur français, aucun scientifique français, personne ne tient ce genre de discours pour résoudre les problèmes qu'ils ont entre eux. Et c'est dommage. C'est dommage. Et puis voilà, donc sur ce, ben, merci encore de la présence. N'oubliez pas de liker, de partager. Je compte énormément sur vous. On est en train d'arriver à un tournant important dans les débats. Et dans la façon dont je les avais introduits, j'ai pris du temps de me faire connaître. J'ai pris du temps de lancer des polémiques. J'ai pris du temps pour me faire des ennemis. Pour leur dire que malgré tout, si vous avez des objections, eh ben faites-le. Allez, sur ce, au revoir et à très bientôt.